Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Tech, votre rendez-vous qui traite de l'actualité du numérique et des nouvelles technologies sur Bismart. Aujourd'hui, on commence en partant dans l'espace avec l'entreprise Toucan Space, la première à offrir l'espace en B2B. Et puis le premier talk de la semaine sera responsable. Faut-il imposer l'affichage du bilan carbone d'une vidéo sur Internet pour réduire la pollution du numérique? On posera la question à nos invités. Et puis le bec du toucan et le mucus d'un escargot ont un point commun, tous deux sont porteurs de solutions. Pour l'industrie et la recherche, ce sera votre rendez-vous biomimétisme. Pour conclure cette émission, l'opération Tech contre Covid vous attendra. Mais tout de suite, c'est l'heure de votre première invitée sur Smart Tech. L'espace comme argument marketing, c'est le choix de l'entreprise Toucan Space qu'on reçoit aujourd'hui avec vous, Louis de Gouillon-Matignon. Bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau. Merci pour votre invitation. Alors après un doctorat en droit de l'espace, vous avez fondé cette société, Toucan Space, une société qui envoie des objets dans l'espace et même dans la station spatiale internationale qui orbite autour de la Terre. Et après un premier envoi réussi, vous avez déjà décidé de vous diversifier et vous voulez proposer vos services aux entreprises. Autrement dit, vous offrez l'espace en B2B. Alors pourquoi vous avez choisi d'offrir ce service-là aujourd'hui ? Je vous remercie. Alors j'ai fait ma thèse entre la Sorbonne et Georgetown aux États-Unis. Je me suis intéressé au contrat de service en orbite. Et dans le cadre de mes recherches doctorales, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment aujourd'hui un besoin, que ce soit pour les particuliers ou les entreprises, d'aller dans l'espace. Et en fait, ça a coïncidé, la rédaction de ma thèse, avec le vote d'une loi aux États-Unis qui a permis en fait aux gens d'avoir accès à la Station spatiale internationale. Alors je le rappelle, la Station spatiale internationale, c'est là où a séjourné Thomas Pesquet et là où il y repart dans quelques jours. C'est une espèce de grand laboratoire qui orbite à 400 km au-dessus de l'océan, autour de la Terre, et qui fait 16 fois le tour de la Terre chaque jour. Et l'idée, c'était de me dire, bon, on a une demande qui est et de la part de particuliers et de la part d'entreprises, pourquoi ne pas avoir vraiment cette société qui pourrait donner l'accès à l'espace à ces différentes personnes? Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé Toucan Space. On a commencé d'abord à être avec des particuliers qui ont envoyé des bijoux, qui ont envoyé des cartes postales. Mais ça, c'est l'activité première de Toucan Space, c'est d'envoyer des objets dans l'espace. Exactement. Pour les particuliers. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie de s'ouvrir au B2B parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui vont vers l'espace. En fait, on est en train de vivre une réelle révolution dans le spatial. On appelle ça New Space. C'est l'idée qu'il y a de plus en plus d'entreprises, notamment des entreprises privées, qui veulent avoir accès à l'espace. Et c'est aujourd'hui très compliqué d'avoir accès à l'espace. Il faut attendre beaucoup, il faut négocier avec les différentes agences spatiales. Nous sommes la première entreprise au monde, nous sommes français, à pouvoir proposer des services justement d'accès, soit à l'espace à travers la Station spatiale internationale, soit directement dans le cadre de vols suborbitaux. Donc on est en relation avec la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, mais aussi la NASA, qui est l'agence civile américaine. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on dit aux entreprises, si vous voulez faire du marketing, mais si vous voulez aussi faire de la recherche scientifique, de la recherche sur vos matériaux, de la recherche sur vos produits, vous pouvez passer par Toucan Space pour justement avoir accès à l'espace. Alors, je rembobine un petit peu. Vous, avec votre première activité, vous avez travaillé avec SpaceX, la NASA, pour envoyer dans la Station spatiale internationale grâce à SpaceX. C'est compliqué. Ça, c'est des démarches administratives qui prennent longtemps. Il faut l'accord de la NASA, il y a beaucoup de normes autour des objets que vous envoyez. Donc en fait, l'idée, c'est d'utiliser cette expertise-là, de toute cette paperasse à réaliser. C'est ça ? C'est un petit peu ça. En fait, d'abord, il y avait peu de gens qui connaissent l'espace et qui pensaient qu'on pouvait avoir accès facilement à l'espace. Et ensuite, nous, on a un petit peu, comment dirais-je, fait tout le travail en amont. De d'abord créer des relations commerciales avec différentes entreprises, d'établir ces relations, d'avoir un premier lancement, puisque nous avons tiré il y a à peu près 4 mois vers la Station spatiale internationale, dans le cadre de la mission CRS-21 de Resupply Services pour la Station spatiale internationale. Et en fait, tout le travail de Toucan Space a été d'établir des relations commerciales avec les agences spatiales. Donc on figure sur le site de la NASA, on peut trouver Toucan Space sur le site de la NASA, on figure bientôt sur le site de la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise. Et l'idée, c'était qu'en fait, on devait en amont tout préparer. Donc bien évidemment, on a énormément de normes à respecter. On ne peut pas envoyer de produits qui soient dangereux, de produits qui aient des caractères pornographiques ou de caractères haineux ou de caractères spirituels. On ne peut pas utiliser le logo de la NASA non plus, parce qu'il y a toute une police qui justement vise à encadrer l'utilisation de, vous savez, le meatball, c'est le logo bleu que tout le monde connaît. Donc ça a été vraiment très compliqué. Il y a une paperasse qui est monstre et tout ça, on a dû le faire assez vite pour pouvoir avoir accès sur cette première mission CRS-21. Alors quel est l'intérêt pour ces entreprises privées de laisser entrer dans leur couloir, si j'ose dire, des entreprises privées, des entreprises qui n'ont rien à voir avec l'espace ?
L'idée, c'est qu'en fait, le spatial est en train de vivre une réelle révolution. On en a un petit peu parlé, ça s'appelle le New Space. Aujourd'hui, de plus en plus d'acteurs veulent avoir accès au spatial. L'intérêt pour les agences spatiales, c'est de pouvoir financer aussi par du capital privé les opérations spatiales. En fait, les envois. Exactement. En occupant le moindre espace libre. Exactement. Aujourd'hui, la NASA a besoin d'argent parce qu'il y a de plus en plus de missions, des missions toujours plus ambitieuses. Il y a des missions qui vont aller très très loin, des missions vers Mars, le projet de retour de l'homme et de la femme sur la Lune avec Artemis. Donc aujourd'hui, la NASA a besoin de capital, a besoin d'une surface financière nécessaire pour pouvoir mener ce type d'opération. Donc il y a de plus en plus, et on l'observe dans l'industrie spatiale, de partenariats public-privé. Et d'une certaine façon, à une moindre échelle bien évidemment, on peut considérer que Toucan Space jouit un petit peu de ces partenariats public-privé. En ceci que Toucan Space est une entreprise privée qui justement permet à des entreprises d'avoir accès à l'ISS. Donc d'un côté, la NASA, ça les arrange parce que ça fait de la publicité, parce que ça fait parler d'espace et d'une certaine manière, on s'ancre un petit peu dans l'air du temps avec de plus en plus d'activités privées parce qu'aujourd'hui, le spatial, on a changé de paradigme. On était avant plutôt sur des activités publiques, on est maintenant plutôt sur des activités privées. Et pour les sociétés avec lesquelles nous travaillons, l'intérêt, c'est de pouvoir bien évidemment communiquer sur le fait que on peut avoir accès à des endroits qu'on pense totalement inaccessibles. Donc l'argument, on le disait en introduction, pour ces entreprises qui vont vous contacter, c'est un argument marketing. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire... Prenez cet objet, il est dans l'espace. C'est ce que vous avez fait avec Toucan Space. Vous pensez que vos premiers clients, ce sera ça? Ce sera pour du retail, par exemple? Alors là, on a pour l'instant signé 4 contrats vers l'envoi sur la Station spatiale internationale. Donc on aura en tout, à la fin de mi-2022, 5 envois vers l'ISS. Donc ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il y a quand même peu d'entreprises qui ont autant accès aujourd'hui à l'ISS. Et parmi les entreprises dont je peux parler aujourd'hui, on a notamment une entreprise qui s'appelle Adopt un Mec, qui a voulu envoyer des lettres d'amour dans l'espace. Exactement. On a une autre entreprise qui s'appelle Space Fox, qui est la marque d'un youtubeur qui s'appelle Amixem, qui va envoyer des patchs dans l'espace pour pouvoir ensuite les coudre sur des vêtements. Donc il y a vraiment des entreprises qui ont ce besoin, ce désir d'aller vers l'espace. Alors c'est vrai, pour l'instant, on reste sur le domaine du marketing, mais je pense qu'on va rapidement évoluer plus vers de la science. On a récemment vu une bouteille de vin revenir de l'espace. Oui, avec Space Cargo Unlimited, l'entreprise qui a envoyé des pieds de vigne et des bouteilles de vin dans l'espace. Exactement. On a vu d'autres sociétés faire ce type d'opération. Il y avait par exemple Estée Lauder qui a envoyé d'autres sérums pour pouvoir tester les effets de la microgravité sur ses produits. Et je pense que de manière générale, aujourd'hui, Toucan Space va un petit peu se placer, ça va être aussi à la demande des clients, vers et du retailing marketing et du retailing plus scientifique. Et l'ambition, bien évidemment, à terme de Toucan Space, c'est aussi de pouvoir devenir une espèce d'opérateur pour le tourisme spatial. En réalité, là, c'est vraiment une première étape que nous faisons. Et l'idée pour la suite, c'est que vraiment, dans la mesure où le tourisme spatial va se développer, que Toucan Space, avec son expertise sur les objets, devienne un petit peu la référence en matière de tourisme spatial, au moins au niveau européen. Et donc là, ce serait la branche du tourisme, même pour les autres entreprises, toujours avec ce même système de B2B. Exactement. Les entreprises du tourisme qui s'adresseraient à vous pour ça. Si je résume, est-ce que vous pensez que c'est un marché pérenne, ce marché du marketing de l'espace? Je pense qu'il y a pas mal d'années d'activité devant nous. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui va durer, parce que pour l'instant, pour être honnête avec vous, l'espace, c'est vraiment un phénomène. On est en train de le découvrir, on en parle énormément. Libération avait récemment fait la une par rapport aux 3 sondes martiennes qui sont arrivées en orbite de Mars. On a Thomas Pesquet qui part dans quelques jours vers l'ISS. C'est vraiment dans l'air du temps, et je pense qu'il y a cet effet de nouveauté. Je pense qu'on peut s'ancrer sur une période relativement moyenne, voire longue. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui durera et qui durera des centaines d'années. Je ne peux pas vous dire. Mais en revanche, ce que je vois aujourd'hui, c'est qu'avec Toucan Space, au moins sur les 5 prochaines années, on a des clients, on a de la demande et on a des gens qui veulent justement posséder un petit peu d'espace. L'idée, c'est en fait de posséder un peu du rêve. L'idée, c'est d'inspirer. Et à la base, je m'étais dit, pourquoi ne pas offrir justement ce service, notamment aussi pour générer chez les gens l'envie d'aller vers l'espace. Vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous recevez une carte postale qui a volé dans l'espace, c'est inspirant, vous avez peut-être envie de devenir plus tard astronaute. C'est l'aspect noble de la démarche. Ouais. Et financièrement, ce sera rentable pour ces entreprises-là? Vous arrivez à proposer une formule rentable? Oui, alors ce que l'on fait, c'est que pour l'instant, on est très agressif sur les prix et on propose des prix qui sont quasiment au prix de vente où la NASA nous vend les différentes prestations de services. Donc, ce qui nous permet de pouvoir créer un petit peu notre réseau et commencer un petit peu à pérenniser nos opérations économiques. Mais sur le moyen long terme, si on veut pérenniser avec Toucan Space, il va y avoir 2 axes. Un premier axe qui est plutôt l'axe scientifique, puisque l'axe scientifique va vraiment, lui, pour le coup, être pérenne dans la mesure où il y a de plus en plus d'entreprises qui veulent se livrer à ce type de recherche, mais aussi le tourisme spatial. Le tourisme spatial est en train vraiment de commencer. On a d'autres différentes sociétés. L'étape plus rentable financièrement. Oui, voilà, je pense. Là, on est en train un petit peu de se créer une légitimité. On envoie des petits patchs comme ceci dans l'espace. On espère que voilà, justement, les gens pourront les récupérer, les porter sur eux et inspirer à leur tour d'autres personnes. Merci beaucoup, Louis de Gouillon-Matignon, fondateur de Toucan Space, d'être venu sur le plateau de Smartech pour nous présenter votre entreprise et votre projet de livrer l'espace en B2B. On quitte l'espace maintenant pour le numérique. C'est l'heure de votre Tech Talk sur Bismart.
Comment réguler l'empreinte carbone du numérique? Faut-il choisir la transparence ou l'application de nouveaux outils comme l'intelligence artificielle? On va poser la question à nos invités en plateau pour ce Tech Talk. En plateau avec moi, donc Pierre Bessac, ingénieur en informatique. Bonjour, vous êtes ingénieur en informatique et en électronique. Vous êtes aussi le fondateur d'Eriomem.net et le cofondateur de Gandhi.net. Vous êtes spécialisé dans les logiciels et protocoles Internet, entre autres. Bienvenue sur le plateau. Avec nous également en visio, Sylvain Duranton, directeur monde du groupe de conseil en stratégie BCG Gamma. Bienvenue. Alors vous êtes aussi, BCG Gamma, c'est l'entité dédiée à l'intelligence artificielle et à la data science chez BCG. Merci d'être avec nous. Alors, pour commencer, on va faire un petit point sur la consommation mondiale de l'offre du streaming qui a explosé entre 2018 et 2019. C'est une explosion de 72,4%. Alors pour réduire cette pollution numérique qui accompagne cette consommation, plusieurs députés ont proposé une solution. Alors je vous pose la question de la transparence. Est-ce qu'il faut obliger les plateformes à indiquer l'empreinte carbone d'une vidéo sur Internet pour réduire la pollution numérique? Je commence par vous, Pierre Bessac. Écoutez, d'abord, merci de me recevoir. Je pense que le problème est mal posé, en fait. Donc, il y a quand même un consensus pour dire qu'il y a une empreinte du numérique. Elle est moins élevée que ce qu'on peut penser. Et il y a une direction qui a été prise depuis quelques mois d'imputer la consommation CO2 en utilisant la clé du volume de données. Or, quand on a un petit peu l'habitude du numérique et des équipements associés, on sait que l'émission de CO2 n'est pas proportionnelle au volume de données transmis. C'est un peu le principe d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a des coûts fixes, ça fonctionne, c'est aussi vrai pour de l'infrastructure fixe que pour de l'infrastructure mobile. On parle essentiellement de coûts fixes, les structures de coûts sont telles que le volume de données a très peu d'influence en fait sur l'émission de CO2. Donc cette explosion de 72%, elle ne doit pas être corrélée à la même explosion de l'empreinte carbone. C'est ça, parce qu'en fait on dit que la vidéo en ligne, donc la vidéo à la demande, donc quand on exclut la visioconférence, représente environ 60% du volume de données d'Internet à l'heure actuelle, mais ça ne veut pas dire que ça représente 60% du CO2 émis par les industriels du numérique. Sylvain Duranton, votre réaction sur cette première proposition qu'ont fait les députés pour garantir la transparence de l'empreinte carbone du numérique? Alors ma première réaction, c'est qu'il faut se garder du haro sur les données. Notamment, vous voyez votre chiffre là qui parle de centaines de millions de tonnes de CO2. Alors, c'est toujours des chiffres qui font très peur. Mais en fait, il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, alors il y a des débats pour savoir si une heure de visionnage de Netflix, c'est 100, 200, 300, 500 grammes de CO2. Mais en tout cas, c'est moins que quelques minutes d'utilisation d'une voiture. Donc, évidemment, oui, il faut s'intéresser aux émissions qui sont associées au numérique. Moi, je suis un professionnel de l'intelligence artificielle et l'entraînement des algorithmes, c'est aussi un sujet important en termes d'émissions. Mais remettons les choses à leur place. On est bien loin des niveaux d'émissions qui peuvent être générés par le transport, l'habitation, etc. Donc, on est sur des choses qui croissent très vite. C'est ce que vous avez dit. Donc, il faut s'en occuper. Mais évitons de jeter l'opprobre sur les données qui ont des utilisations qui sont extrêmement importantes. Il y a un homme politique qui avait fait parler de lui en expliquant que la 5G, les données, ça servait qu'à regarder du pornographique dans les ascenseurs. Ce n'est pas le cas. Les données, elles sont au cœur de notre économie. Alors, réguler, c'est bien. Éduquer les utilisateurs, c'est très important, mais il ne faudrait surtout pas que la France devienne une espèce d'île Galapagos du numérique où les choses ne peuvent plus évoluer. Et la première chose à faire, me semble-t-il, c'est vraiment d'être capable de mesurer ce que sont ces émissions. Parce que tant qu'il y a contestation sur la mesure, les modes de calcul, est-ce que c'est variable, est-ce que c'est fixe, comme ça a été dit, je pense qu'on peut très difficilement avancer. Et donc la mesure est extrêmement importante. Est-ce qu'on est capable de dire quelle est, et vous pourrez me répondre ou vous-même en plateau, la part de pollution, au sein même de la pollution numérique globalement, la part de pollution des flux vidéo? Est-ce qu'on arrive à faire le distinguo?
Alors, on commence à arriver à le faire, c'est-à-dire que les informations, vu les polémiques, commencent à circuler, notamment Netflix récemment a commencé le streaming, à publier des c'est chiffres. le sujet, c'est Voilà. ce dont on parle aujourd'hui. Donc, ce qui se passe, c'est que les évaluations de CO2 sont faites par ce qu'on appelle des analyses de cycle de vie, c'est-à-dire qui donnent lieu à des rapports sociaux d'entreprise sur l'empreinte et qui concernent aussi les consommations d'eau, de carburant, etc. Et donc, en fait, ces analyses considèrent l'entreprise dans son ensemble, c'est-à-dire on considère le chauffage des bureaux, les camionnettes de livraison ou d'installateurs. Et donc on commence à avoir une bonne idée de l'empreinte totale des entreprises. Et ça s'affine petit à petit, tout n'est pas encore parfait. Et l'idée, c'est de ne pas imputer cela par rapport à des clés d'imputation type syndic d'immeuble, disons entre guillemets, qui seraient incorrectes. Donc l'empreinte d'une entreprise, c'est pas uniquement... l'activité d'une entreprise ne peut pas se résumer au volume de données qu'elle émet. Bien sûr. Donc on pense qu'il faut des indicateurs plus pertinents, plus actionnables, disons, pour... On peut imaginer un compteur, vous avez parlé de l'eau tout à l'heure. Oui. Est-ce que l'idée là, c'est de créer une forme de compteur virtuel, comme on va mesurer la dépense d'eau et de gaz et d'électricité? Alors c'est tout à fait l'idée, mais ça repose sur une idée relativement fausse de la question. Netflix a expliqué que son infrastructure de diffusion vidéo représentait seulement 5% de l'empreinte totale de l'entreprise. Donc, ils ont également évalué environ 100 grammes par heure de vidéo, ce qui semble beaucoup. Donc, ils ont en gros imputé la totalité, pas juste les 5%, mais les 100% de l'empreinte de l'entreprise au prorata de la consommation vidéo. Mais on voit que si tout le monde s'arrête de regarder du Netflix, en fait, ou de la vidéo, ça veut dire qu'au mieux, on peut démonter l'infrastructure, donc on peut économiser 5% de l'empreinte de Netflix. Ça vous semble réaliste, ce chiffre ? Ça semble réaliste, oui, tout à fait. Parce que y a la variation de CO2 due au visionnage d'une vidéo est très faible par rapport à l'infrastructure. Donc on a des routeurs, donc les équipements qui servent à transmettre les données. On a des box chez nous, des box Internet, qui ne sont pas forcément incluses dans l'empreinte calculée par Netflix, bien entendu. Mais tout ça, c'est allumé tout le temps pour que le réseau soit disponible, et qu'on s'en serve à 100% ou à 0%, l'empreinte va être sensiblement la même. L'idée, ça serait de dire, d'accord, mesurons l'empreinte du numérique et essayons de déterminer correctement les structures de coûts, mais le volume est une métrique trop simpliste pour cela. Il faut encore qu'on évolue sur ce sujet-là. Voilà. Alors, en addition à la transparence, il y a des outils comme l'intelligence artificielle. Je reviens à vous, Sylvain Duranton, parce que vous avez, avec BCG Gamma, lancé un outil au service de l'empreinte carbone. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Tout à fait. Alors en fait, le débat qu'on a actuellement en ce moment là en France, suite à l'initiative parlementaire sur les vidéos, il se pose aussi au niveau mondial sur l'entraînement des algorithmes qui sont eux aussi en croissance exponentielle et qui en fait ont leur propre empreinte carbone. Et là, c'est l'empreinte carbone liée au fait que lorsque les algorithmes tournent, on consomme énormément de puissance machine chez les hébergeurs de données et en fait dans les fournisseurs de services de cloud. Donc, ce qu'on a fait, c'est que toujours dans cette logique de se dire il est important qu'on puisse mesurer de façon objective, on a travaillé avec Mila, l'Institut de Joshua Bengio, pour construire Code Carbone, qui est un petit software en Python qui est utilisé par les data scientists qui peuvent voir quand ils entraînent des algorithmes ce qu'est leur consommation. Alors, les émissions reliées à l'entraînement d'un algorithme. Alors, connaître les émissions, c'est une chose, mais l'objectif derrière, c'est d'être capable de les limiter. Et en fait, si on programme de façon propre et qu'on utilise les données utiles et pas toutes les données qu'on a sous la main, et si on choisit bien la localisation de ces hébergeurs, et notamment si on est dans des pays comme la Norvège, la France, la Suède, où on a une forte partie de l'énergie électrique qui est décarbonée, mais en fait, on arrive à réduire très fortement les émissions associées à l'entraînement des algorithmes. Et pour moi, c'est très important et c'est assez révélateur de ce que devrait être l'état d'esprit général. L'état d'esprit de ce type d'outil, c'est surtout pas de dire faisons moins d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est extrêmement importante, mais c'est se dire par l'innovation,
on est capable de faire mieux, autant qu'avant, mais en émettant moins. Et je pense que c'est très important de ne pas diaboliser la technologie là, dans le dialogue, enfin, dans le débat actuel qu'on a aujourd'hui, où en France, on peut avoir une tendance à vouloir vilipender le progrès. On a eu le débat sur la 5G, on a le débat maintenant sur les vidéos, on a eu aussi le débat sur les émissions liées aux algorithmes. Et ces outils doivent permettre de créer de la transparence. Et la transparence est importante parce que tous les acteurs de la tech, que ce soit Microsoft, Google, Facebook, disent tous qu'ils réduisent fortement leurs émissions. Mais c'est en général fait sur des mesures qui ont été faites en interne, des études qui ont été commanditées par des tiers, mais en fait qui sont faites sur mesure pour ces acteurs. Et moi, je suis persuadé qu'on a besoin d'avoir des standards pour mesurer ce que sont réellement ces émissions et ensuite d'être capable de voir si, oui ou non, les entreprises arrivent à baisser leur empreinte carbone. Mais je crois plus en fait, à ce que la pression s'exercera sur les entreprises par la réglementation que sur l'utilisateur final. Alors, mais ça, c'est tout le sujet. En fait, on parle de responsabiliser l'utilisateur, un petit peu sur le modèle des avions avec la Finlande, qui a créé cette espèce de honte de prendre l'avion parce que c'était trop polluant. Aujourd'hui, il y a peut-être l'idée de créer aussi une gêne, de regarder des vidéos en HD. C'est tout le sujet, en fait, c'est tout le débat. Mais est-ce que responsabiliser l'utilisateur, ce n'est pas la première démarche à faire parce qu'on l'a fait pour notre sujet de fermer les yeux sur le bilan carbone d'une activité technologique. Alors pourquoi on ne devrait pas le faire sur Internet? Est-ce que ça n'obligerait pas aussi à revoir toute la structure? Pierre Bessac. Alors peut-être. Alors ce qui se passe, c'est que on peut responsabiliser l'utilisateur, en effet. Mais la première action à pratiquer déjà, c'est de réduire le taux de renouvellement du matériel, parce qu'on sait que ça, pour le coup, c'est plutôt polluant. Donc, on peut aussi imaginer d'éteindre les box lorsqu'on ne s'en sert pas. Il y a des mouvements en ce sens chez les Oui, mais les dans les opérateurs. pratiques, quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, on a l'habitude de faire ce qu'on appelle de binge-watcher, c'est-à-dire de regarder pendant des heures des vidéos, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de streaming, est-ce que si les utilisateurs avaient conscience de ce qu'ils impliquaient, l'empreinte carbone qu'ils impliquaient dans ce type de consommation, on ne pourrait pas changer les usages et donc éventuellement réduire cette empreinte carbone? Je pense que c'est pas le moyen le plus efficace. Ce qu'on D'accord. peut faire pour réduire l'empreinte carbone, c'est regarder sur un petit écran plutôt que sur un grand. C'est-à-dire qu'une télévision, ça va consommer typiquement 200 watts, 100 watts, et un téléphone mobile, ça va consommer 2 watts, donc 50, 100 fois moins. Donc on peut regarder sur des plus petits écrans avec éventuellement des plus bas débits, mais c'est pas, à mon sens, l'action la plus utile. Solution. On peut décider d'éteindre sa box lorsqu'on ne s'en sert pas. Et ce qui se passe aussi, c'est que il faut aussi responsabiliser les plateformes, les industriels, au sens où il y a quand même, dans le domaine de l'informatique, il y a eu des grands progrès d'efficience depuis 30-35 ans, enfin dans toute l'histoire de l'informatique. Aujourd'hui, à ressources équivalentes, on transfère 1 million de fois plus de données qu'à l'époque du Minitel, par exemple. On stocke 1 million de fois plus de choses. Tout ça sans augmentation sensible des ressources, voire une diminution. Et par ailleurs, pour compléter ce que disait Sylvain Duranton, en matière d'intelligence artificielle, par exemple, lorsqu'il y existe des domaines d'application nouveaux comme l'intelligence artificielle, l'apprentissage profond, on développe des circuits électroniques spécialisés qui simplifie la tâche et qui à la fois permettent de rendre le calcul plus rapide que sur un processeur non spécialisé. Donc on y gagne finalement. Et de consommer moins de courant. Donc en fait, c'est ce qu'ont lancé les industriels de l'intelligence artificielle, comme Google ou Microsoft. Ils ont commencé à fabriquer des circuits spécialisés pour accélérer le processus et consommer beaucoup moins d'énergie. Mais alors l'intelligence artificielle, elle a aussi un rôle dans ce type de consommation et vous allez me répondre sur ce point, Sylvain Duranton, c'est-à-dire qu'il ne faut pas nier aussi que ça fait partie d'une structure, d'un modèle économique, d'inciter à une haute consommation d'un flux vidéo avec des outils comme par exemple la sélection aléatoire des programmes en fonction de l'appétence de l'utilisateur, avec la lecture automatique d'un programme, les épisodes qui s'enchaînent, je pense à la fois aux plateformes web comme YouTube et aux plateformes de streaming. Donc il y a une responsabilité dans le modèle économique de ces structures-là qui joue sur l'empreinte carbone.
Oui, tout à fait. D'abord, je voudrais revenir sur est-ce que c'est vis-à-vis des usagers qu'il faut réglementer ou des fournisseurs? Si on prend l'exemple des sacs en plastique, par exemple, il y avait eu beaucoup de sensibilisation du grand public en France sur le fait que les sacs en plastique polluent, qu'il ne fallait pas les laisser traîner sur les plages, etc. Ce qui a créé le progrès, c'est la réglementation qui a interdit leur utilisation et le fait qu'on soit passé à d'autres types de sacs là, qui sont réutilisables comme on a aujourd'hui. Et donc, évidemment, éduquer, c'est important, sensibiliser, c'est important, mais à un moment, il y a d'autres types de réglementations, à mon avis, qui doivent prendre le relais. Alors, l'IA, aujourd'hui, oui, on peut dire qu'elle incite à la consommation numérique, puisqu'elle permet une consommation beaucoup plus personnalisée, et elle est elle-même consommatrice d'énergie. Mais d'un autre côté, et ça, il y a toute une littérature scientifique là-dessus, l'utilisation de l'IA aujourd'hui doit permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 à 15% sans compromettre les standards de vie, les niveaux de vie, la production, la qualité de service, etc., simplement en faisant naître de l'efficacité. Donc oui, il y a un côté où l'IA contribue au progrès économique et améliore les offres, et en particulier les offres numériques, et donc fait croître l'économie. Mais d'un autre côté, l'IA, c'est un vecteur extrêmement puissant de réduction des émissions. Et Oui, elle mais est très utile parce que autant une sur entreprise le sujet qui du veut coup, du réduire... modèle Oui, économique des entreprises dont on parle, hein, parce qu'on est quand même toujours sur ce sujet des flux vidéo sur Internet et plateformes et des fournisseurs Internet. Ce modèle économique-là, en réalité, est-ce qu'il ne faudrait pas remettre en cause sa structure sur l'incitation à consommer des vidéos? Est-ce que ce ne serait pas là la solution finale pour gérer cette pollution numérique? je pense que la solution finale, elle peut aussi venir de réglementations plus générales, hein, comme la réglementation sur les émissions des entreprises et les taxes carbone, qui mettent une pression sur les entreprises, hein, et les entreprises affichent toutes des objectifs de réduction de leur empreinte carbone, qui poussent à l'innovation. Et moi, ce que je pense, c'est qu'il va se dégager une concurrence entre fournisseurs d'accès, une recherche d'électricité, d'usage d'une électricité qui serait décarbonée, de privilégier certaines formes de production d'électricité, de privilégier la localisation des serveurs dans des pays où l'électricité est fortement décarbonée. On a aujourd'hui des fournisseurs d'électricité qui vendent plus cher, certes, mais de l'électricité qui est garantie décarbonée. Et moi, je pense que la contrainte générale sur la réduction des émissions carbone va amener à réduire l'empreinte carbone des différentes vidéos par l'innovation technologique. Je ne suis pas sûr que de dire aux gens de ne pas regarder de vidéos, ce soit la solution, l'axe majeur pour réduire les consommations. Non, Et vous parliez pas du ce qu'on voyage dit. tout à l'heure. Oui. Mais vous parliez du voyage tout à l'heure. Le voyage, depuis longtemps aujourd'hui, sur tous les billets d'avion, vous avez les quantités de carbone qui sont émises par un voyage en avion. Je ne suis pas sûr que c'est un impact important sur la consommation, enfin sur l'industrie aérienne. En revanche, la réglementation qui limite et qui force les entreprises à limiter leurs émissions, c'est des réglementations qui forcent à l'innovation. Alors peut-être que certaines industries peuvent se réduire parce qu'il n'y a pas de moyen de réduire les émissions associées. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que la priorité, elle se situe dans d'autres secteurs que le secteur du numérique, parce qu'au total, le secteur numérique représente très peu des émissions. Regardez, 1 heure Netflix, c'est l'équivalent de quelques minutes de transport en voiture. On est sur des choses qui sont quand même pas les plus gros enjeux en matière d'émissions. Le mot de la fin, Pierre Bessac. Oui, je pense qu'on a un avantage en France, c'est d'avoir une électricité peu carbonée grâce au nucléaire. Donc c'est peut-être une occasion aussi industriellement pour faire valoir nos atouts et tenter de relocaliser un maximum de choses en matière de consommation électrique. Merci beaucoup Pierre Bessac, spécialisé dans les logiciels et protocoles Internet, d'être venu sur le plateau de Smartech. Merci à vous Sylvain Duranton, directeur monde du groupe de conseil en stratégie BCG Gamma. Tout de suite, c'est l'heure de votre rendez-vous biomimétisme. Margot Didi nous a rejoint sur le plateau, analyste scientifique chez Bioxégie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors décidément, le toucan est au cœur de l'émission aujourd'hui puisque vous allez nous parler du toucan, mais l'animal, rien à voir avec l'espace de tout à l'heure. Et donc, vous allez nous raconter peut-être les secrets que garde cet animal, ce mammifère. Oui, alors en fait, le toucan, donc, c'est un nom commun qui désigne finalement plusieurs espèces. Donc, c'est plus d'une quarantaine d'espèces qui appartiennent à une même famille. C'est la famille des Ramphacidae et c'est des animaux qui sont très caractéristiques avec leur bec très coloré. Ouais. On connaît notamment l'espèce la plus connue, c'est le toucan toco.
Donc, c'est l'une des plus grandes espèces de toucans qu'on voit à l'écran et c'est l'un des plus grands organismes. Et donc, ces toucans, ce sont des animaux qui sont des animaux grimpeurs. Donc, ils ont des petites griffes au bout de leurs pattes qui leur permettent de se déplacer le long des arbres. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont des animaux assez sociaux. Ils vivent en groupe de 5 ou 6 individus ou en couple. Et ils nichent en fait ce sont des animaux qui sont dits cavernicoles parce qu'ils nichent à l'intérieur des troncs d'arbres, dans des sortes de petites grottes creusées à l'intérieur des troncs d'arbres. D'accord. Et alors, ce sont des animaux qui sont assez tranquilles parce que dans la nature, ils n'ont qu'un seul prédateur. Globalement, c'est un aigle, le spisaète orné. Et pourtant, la majorité des espèces de toucans sont menacées, notamment par la déforestation et par le braconnage. Ce sont des animaux qui sont assez recherchés pour leur bec et leur jolie couleur vive. Alors pourquoi ils nous inspirent aujourd'hui en matière de biomimétisme, ces toucans ? Alors, ce qui nous inspire chez le toucan, c'est leur bec, en fait. Ce sont des animaux qui vivent notamment dans la forêt amazonienne et on en retrouve en Guyane française. Ils sont surnommés les gros becs. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui parce que le bec du toucan est en fait un matériau composite. Donc, un matériau composite, c'est un assemblage de plusieurs matériaux qui va donner donc aux matériaux composites des propriétés qui sont assez intéressantes, assez innovantes. Et donc, comme on peut le voir à l'écran, la structure du bec du toucan, il y a une couche externe qui est en kératine, qui lui donne sa rigidité. Et la matrice à l'intérieur, c'est une matrice spongieuse, donc beaucoup plus molle, qui permet d'absorber les chocs. Et donc l'assemblage en fait des deux matériaux, donc la couche externe qui est rigide et la matrice spongieuse à l'intérieur qui permet d'absorber les chocs, lui confère en fait sa légèreté et sa résistance. Parce que le bec du toucan, c'est environ 2/3 de la taille de l'oiseau en moyenne. Pourtant, c'est 1/20 de son poids. D'accord, alors dans quoi on peut retrouver en quelques mots cette application ? C'est assez utilisé, la recherche, c'est la thématique du lightweight design. Ouais. Donc en fait, c'est une recherche qui cherche à optimiser le ratio poids-résistance des matériaux. Et c'est utilisable dans beaucoup de domaines industriels, tels que l'aéronautique ou l'automobile aussi. Notamment dans le contexte de réduire les émissions liées aux émissions de CO2. Oui, on en parlait. Voilà, justement. Parce que donc, réduire le poids, par exemple, des voitures pourrait permettre de réduire les émissions de CO2 liées au transport. Donc. Et donc, c'est vraiment très intéressant en fait, de s'intéresser aux matériaux composites pour allier à la fois résistance et légèreté. Bon, et vous êtes venu nous parler d'autre chose aussi aujourd'hui, le mucus de l'escargot, je crois. Oui, alors une colle chirurgicale en fait qui est inspirée du mucus de l'escargot. Alors ça paraît un peu lointain quand on le dit comme ça, mais en fait c'est une entreprise française qui s'appelle Tissium, qui a été fondée en 2013, qui est issue d'une collaboration entre des chercheurs du MIT et des entrepreneurs français. Et ils ont mis au point en fait une colle chirurgicale. Donc ils ont développé un biopolymère qui est biocompatible. Biocompatible, c'est-à-dire qu'il n'est pas rejeté par les tissus humains. Il est biodégradable aussi, donc une fois qu'il est intégré dans l'organisme, il se dégradera seul, et il est programmable. Alors c'est plein de propriétés qui sont très intéressantes, parce que ce polymère, par exemple, il va être utilisé lors de chirurgie pour réparer des trous, par exemple, dans les parois cardiaques des organismes. Et donc les chirurgiens vont pouvoir appliquer le polymère à l'endroit du trou. Le fait qu'il soit visqueux, ce polymère, fait qu'il ne s'écoulera pas. Et donc, ça permet au chirurgien, en fait, de placer pile poil au bon endroit. Voilà, exactement. Sans que, sans que ça déborde et qu'il puisse contrôler la place, la localisation où ils veulent appliquer ce polymère. Et ensuite, quand ils passent une lampe aux UV, ils activent les propriétés de ce polymère qui va du coup, en fait, adhérer au tissu de l'organisme et former comme une sorte vraiment de pansement chirurgical. Et ensuite, le polymère sera complètement élastique et s'adaptera au mouvement de l'organisme. Et le fait qu'il soit biodégradable, ça permet de ne pas avoir besoin d'une deuxième intervention chirurgicale pour le retirer. Formidable. Est-ce qu'on peut imaginer d'autres domaines d'application de ce mucus d'escargot ? Oui, bien sûr, parce que là, c'est utilisé donc, dans les points de suture, mais ça peut être aussi... c'est utilisé pour reboucher les trous, mais l'idée finale, l'objectif final, c'est de remplacer les points de suture. Ah oui, voilà, c'est ça que vous vouliez en venir. C'est ça qui est très intéressant, c'est que on n'aurait plus besoin de recoudre avec ce serait comme une crème magique qu'on pourrait poser sur les plaies pour les recoller. Une colle, vraiment, une colle qui est utilisée pour, en point de suture ou même pour refermer les plaies, on peut imaginer. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du mucus d'escargot en tant que tel, mais c'est inspiré en fait des propriétés macroscopiques de la colle d'escargot. Parce que on connaît bien l'idée de quand on met un pansement sur une peau mouillée, ça ne colle pas, ça n'adhère pas. Et ça, c'était une grosse problématique en fait des adhésifs aujourd'hui, c'est la résistance à l'eau.
Et donc là, ils se sont inspirés en fait du mucus de l'escargot, parce qu'on connaît bien les escargots qui sortent et qui adhèrent sur les murs même quand il pleut. Ouais. Et donc ils se sont inspirés en fait des propriétés macroscopiques, le fait que le mucus soit visqueux, le fait qu'il soit hydrophobe et résistant à l'eau, pour créer donc cette colle chirurgicale inspirée du mucus. Formidable. Après la crème anti-rides dont on a beaucoup parlé, créée du mucus d'escargot, maintenant la colle chirurgicale. Merci beaucoup Margot Didi, Merci à vous. spécialiste, analyste scientifique chez Bioxégie, d'être venue nous présenter ces belles inspirations en biomimétisme du toucan et de l'escargot. Avant de conclure cette émission, c'est l'heure de retrouver l'opération Tech contre Covid. À tout de suite. Choisir la tech pour lutter contre le Covid. Depuis plusieurs semaines déjà, vous suivez l'opération Tech contre Covid qui vous présente des acteurs qui jouent un rôle dans la lutte contre le Covid-19 et dans la reprise d'une vie normale grâce à leurs innovations ou aux activités de leurs entreprises. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à un acteur international déjà bien installé dans le secteur de la santé et dont les technologies œuvrent déjà d'une certaine façon dans la lutte contre le Covid. Vaisala est une entreprise qui a déjà plus de 85 ans d'existence et on a avec nous en visio Régis François, Sales Manager chez Vaisala. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smartech. Alors, ce qui nous intéresse ici, dans votre entreprise, c'est votre système de surveillance continue qui s'appelle Viewlink et qui permet la surveillance et la signalisation en temps réel de la température et de l'humidité. Alors, comment ça se présente et comment c'est utilisé par les entreprises qui travaillent avec vous ? Oui, alors vous connaissez tous en fait les systèmes d'alarme pour le grand public. En fait, pour nos clients industriels et équivalents, nous allons fournir des systèmes proches de celui-ci pour l'alarme et la surveillance. Mais la différence, comme vous l'avez mentionné, c'est qu'on va mesurer de façon fiable et sécurisée des paramètres tels que la température, l'humidité ou le CO2. Alors typiquement dans des locaux industriels tels que des congélateurs très basse température jusqu'à moins 196 degrés, ou des laboratoires, des sites de production, des salles propres ou évidemment des entrepôts pharmaceutiques où nous stockons, où les industriels stockent les produits sensibles pharmaceutiques tels que des vaccins. Donc quelle est la capacité de vos sondes ? Ça peut aller jusqu'à des températures très très basses parce que par exemple, on dit que la conservation des vaccins BioNTech c'est de moins 70 degrés. Donc l'idée c'est que vos sondes sont capables d'aller jusque-là. Oui, absolument. On a une très grande plage de température possible qui va de moins 196 typiquement à 90, voire à beaucoup plus de température. Mais les applications principales pour notre système qui est dédié à l'industrie pharmaceutique ou aux industries de santé plus largement, depuis le début, se focalisent plutôt sur les basses températures. Donc pour des congélateurs, des très basses températures de congélateurs, comme je vous disais, jusqu'à moins 196, moins 70 pour les vaccins qu'on connaît. Cette solution, elle est déployée où aujourd'hui ? Partout dans le monde ? Oui, alors on est, pour revenir un petit peu sur Vaisala, on est une société présente, comme vous l'avez mentionné, dans le monde entier. On est 1900 personnes, on a 30 bureaux dans le monde entier. On travaille avec tous les majeurs pharma, ce qu'on appelle Big Pharma, dans le monde entier. Donc on va l'installer en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe évidemment. Moi, je suis responsable pour la zone EMEA. Et puis dans la zone, ce qu'on appelle APAC, donc c'est l'Asia-Pacifique. Alors donc elle va être déployée la plupart du temps chez des industriels, mais aussi des laboratoires de recherche. Les applications sont très très larges pour ce type de système. De ce système Viewlink. Alors en France, vous équipez des laboratoires et des espaces de stockage également, vous l'avez dit. Est-ce qu'à un moment donné, depuis le début de la crise, s'est posé la question de privilégier une technologie davantage française, où vous étiez déjà si bien installé avant le début de la crise que la question ne s'est pas posée, parce que j'imagine que vous avez eu de nouveaux clients. Pendant cette crise, on a créé de nouveaux espaces de stockage. Donc on est venu vous chercher pendant la crise. Est-ce que c'est posé la question d'aller chercher plutôt producteurs français ? Alors, l'industrie pharmaceutique est une industrie très réglementée, donc ils sont en recherche toujours de qualité, de la manière dont je vais vous répondre. En fait, Vaisala se positionne depuis l'origine sur des applications et sur des savoir-faire, puisqu'on nous fabriquons, qu'on nous concevons, nous fabriquons nos systèmes.
sur des produits de qualité qui sont très fiables dans le temps et surtout réglementés pour l'industrie pharmaceutique. Donc en effet, comme vous l'avez dit, il y avait des clients qui étaient déjà équipés de nos systèmes et qui ont étendu plus ou moins leur système en fonction des nouveaux besoins que vous mentionnez, où il est possible en effet qu'on ait équipé de par le monde, hein, je ne parle pas qu'en France, de par le monde, de nouveaux sites pour équiper l'expansion nécessaire liée à l'accroissement de l'activité sur le vaccin type Covid. Donc le secteur de la santé, pour conclure, on pourrait dire qu'il reste quand même assez frileux, non pas spécialement aux entreprises françaises, mais aux entreprises jeunes dans le secteur de la santé. C'est-à-dire que malgré la crise sanitaire, malgré la difficulté des entreprises françaises, on avait besoin quand même de s'assurer une certaine crédibilité. Disons que oui, je pense que les acteurs, nous sommes un acteur présent depuis de nombreuses années sur le secteur et il y a une fiabilité qui est reconnue avec des références qui sont pharmaceutiques, mais comme vous le savez, qui sont difficiles à mentionner. Mais toutes les big pharma souhaitent avoir surtout dans un environnement extrêmement réglementé, une fiabilité dans le temps et une sécurisation de leurs données. Et c'est ça qu'on peut leur proposer chez Vaisela, clairement. Merci beaucoup, Régis François, Sales Manager chez Vaisela, d'être venu nous présenter cette solution qui équipe aujourd'hui beaucoup d'infrastructures autour de la distribution, notamment des vaccins contre le Covid-19. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi votre émission Smart Tech aujourd'hui sur Bismart. On se retrouve demain, même heure.